Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une politique étrangère américaine qui a plus de 200 ans. Ça a commencé comme une belle promesse, une promesse de liberté pour tout un hémisphère. Mais ça a fini par devenir quelque chose de, disons, beaucoup plus complexe et de beaucoup plus controversé. On va parler bien sûr de la doctrine Monroe. Alors, on se transporte en 1823. Le président américain, James Monroe, s'adresse au Congrès et prononce ces mots. Franchement, à l'époque, c'est une déclaration super audacieuse. C'est comme s'il traçait une ligne dans le sable. Le message est clair pour les puissances européennes, le temps des empires dans le Nouveau Monde, c'est terminé. Et pour toutes les jeunes républiques qui viennent de naître, ça, c'est perçu comme un véritable bouclier. Pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte. Le monde de 1823, c'est un vrai chaudron, c'est en pleine ébullition. Partout, inspiré par ce qui s'est passé en Amérique et en France, les colonies espagnoles et portugaises, elles se soulèvent, les unes après les autres. C'est une immense vague de fond qui est en train de complètement redessiner la carte du monde. On a un continent entier qui ne rêve que d'une chose, l'autodétermination. Ok, donc plongeons un peu plus dans ce contexte qui a vu naître la doctrine. C'est un monde vraiment de nations toutes neuves, encore très fragiles, qui cherchent désespérément un protecteur. Pourquoi ? Parce qu'en face, il y a les anciens empires coloniaux qui, eux, aimeraient bien reconquérir leur territoire perdu. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la déclaration de Monroe, elle ne sort pas de nulle part. Regardez, entre 1810 et 1822, c'est une véritable cascade de déclarations d'indépendance. Toutes ces nouvelles nations, elles sont nées de guerres de libération, souvent très sanglantes, et du coup, elles sont hyper vulnérables. Donc forcément, l'avertissement que Monroe envoie aux Européens, à ce moment précis, il est accueilli à bras ouverts. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette belle promesse de protection, elle va petit à petit se transformer en quelque chose de complètement différent. On va assister à une mutation, une vraie mutation de la doctrine. Et voilà le tournant. Le vrai moment charnière, c'est ça. Le corollaire Roosevelt en 1904. Là, le président Theodore Roosevelt, il va beaucoup plus loin. Il ne se contente pas de dire aux Européens de ne pas intervenir. Non. Il affirme que si un pays latino-américain se comporte mal, les États-Unis ont le droit et même le devoir d'intervenir. En gros, on passe d'un message qui dit « Europe, ne touchez à rien » à un message qui dit « Il n'y a que nous, les États-Unis, qui avons le droit de toucher ». Et attention, ce ne sont pas juste des mots en l'air. L'application est immédiate. Et elle est répétée, encore et encore. La fameuse diplomatie du gros bâton, ce n'est pas une image. Pas du tout. Ça se traduit par des interventions militaires en série, Haïti, Cuba, le Honduras. Le but ? Imposer des gouvernements qui arrangent les États-Unis ou tout simplement protéger leurs intérêts économiques. Le contraste, il est saisissant quand on y pense. D'un côté, on avait une doctrine de non-intervention faite pour protéger la souveraineté, et de l'autre, on se retrouve avec une réinterprétation qui justifie l'interventionnisme, mais pour protéger ses propres intérêts. La promesse du début, elle est littéralement retournée comme un gant. Allez, on avance dans le temps. On arrive au XXe siècle. Et là, la doctrine va encore une fois se transformer. Elle va s'y trouver un nouvel ennemi, et du coup, une toute nouvelle raison d'être, la guerre froide. Alors, comment est-ce que la doctrine a changé de cible ? C'est simple. La menace, ce ne sont plus les vieilles monarchies européennes. Non. Maintenant, c'est une idéologie mondiale, c'est le communisme, avec son grand champion de l'époque, l'Union soviétique. À partir de là, la doctrine Monroe devient un des outils idéologiques principaux de la guerre froide. On s'en sert pour tout justifier. Soutenir des dictatures bien brutales mais anticommunistes, comme dans l'opération Condor, c'est la doctrine Monroe. Légitimer toute l'hostilité envers Cuba, après la révolution de 59, doctrine Monroe. Mener des opérations secrètes, comme entraîner les Contras au Nicaragua, encore et toujours la doctrine Monroe. Et là, on arrive à un point absolument crucial, la crise des missiles de Cuba. On est peut-être au moment le plus tendu de toute l'histoire de l'humanité. Le monde est au bord de la guerre nucléaire. Et qu'est-ce que fait le président Kennedy ? Il cite, noir sur blanc, la doctrine Monroe pour justifier le blocus de l'île. C'est sans doute le sommet de son utilisation comme arme de guerre froide. L'idée était simple, empêcher à tout prix l'ennemi soviétique de s'installer dans ce qui était vu comme le précaré américain. Mais attention, ce serait une erreur de croire que cette histoire ne concerne que les États-Unis. Les nations d'Amérique latine, elles n'ont pas juste subi. Loin de là. Elles n'ont pas été de simples pions sur un échiquier, elles ont résisté, elles ont façonné leur propre destin, et plus surprenant encore, elles ont même influencé le droit international. Oui, parce que c'est vraiment essentiel de le souligner, cette histoire n'est pas à sens unique. Ce n'est pas juste un récit de domination américaine. Il y a une autre facette à cette histoire, une facette qu'on oublie trop souvent. En fait, ces nations ont été de véritables acteurs. Elles ont poussé leurs propres idées, notamment sur le multilatéralisme et les droits humains. Tenez par exemple, leur travail sur une banque interaméricaine, ça a directement inspiré ce qui est devenu plus tard la Banque mondiale. Et encore plus fort, leur Déclaration américaine des droits de l'homme a été une source d'inspiration majeure pour la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.
rien que ça. Bon, la guerre froide se termine. On pourrait se dire, ça y est, cette fois, la doctrine Monroe est morte et enterrée. Eh bien, pas tout à fait. Parce qu'au XXIe siècle, elle va faire un retour assez fracassant et très controversé sous certaines administrations américaines. Et là, le contraste est juste incroyable. Regardez, en 2013, on a le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, qui déclare solennellement « L'ère de la doctrine Monroe est révolue. C'est clair, net et précis ». Et puis, à peine 6 ans plus tard, un autre haut responsable, John Bolton, qui dit sans ciller « Dans cette administration, on n'a pas peur d'utiliser les mots de doctrine Monroe ». C'est fou, non? Une politique qu'on déclare morte est ressuscitée 6 ans après. Alors pourquoi ce retour en force? Le contexte, c'est la politique America First de l'administration Trump. La doctrine est dépoussiérée et réactualisée. Cette fois, le grand méchant, ce n'est plus le communisme. Ce sont les nouveaux rivaux géopolitiques, la Chine et la Russie, et leur influence jugée trop grande, notamment au Venezuela. Ok, alors on arrive au bout de ce parcours. Après 200 ans d'histoire, d'évolution, de transformation, de contradiction, qu'est-ce qu'il reste? C'est quoi, au final, l'héritage de cette doctrine Monroe? Eh bien, tout tient peut-être dans ce paradoxe, ce grand écart permanent qui a défini la doctrine du début à la fin. Elle est née comme un cri anti-impérialiste, un geste pour protéger les plus faibles, et pourtant, elle a été utilisée un nombre incalculable de fois comme un pur outil de pouvoir impérial par le plus fort. Au final, on en revient toujours à la même question qui résume parfaitement son double visage. La doctrine Monroe, c'était quoi? Un bouclier